Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce direct qui est organisé par la Fondation UVED dans le cadre du MOOC Changement climatique, impact, atténuation et adaptation. Vous le savez, cet événement fait partie d'une programmation qui a commencé en octobre 2023 et qui va se poursuivre jusqu'à la fin du mois de juin 2024. Je vous invite à retrouver l'intégralité de ce programme dans la partie du MOOC qui est intitulée Direct. Et je vous rappelle également que vous pouvez visionner les replays, donc les enregistrements de ces directs, à la fois dans le MOOC, mais aussi sur notre chaîne YouTube UVED. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Emmanuel Georges qui va nous faire une présentation d'une trentaine de minutes sur le thème suivant, un thème qui interpelle beaucoup. Pourra-t-on encore skier d'ici 2050? Alors vous connaissez bien le principe de ces directs. Après cette présentation, il y aura un temps d'échange avec vous d'une trentaine de minutes, donc sur la base de questions que vous pouvez lui poser. Mais pour poser ces questions, cela ne se fait pas à l'oral, mais cela se fait en utilisant le fil de discussion de ce direct. Mes collègues Delphine et Charlotte, que je remercie de leur présence, m'aideront à relayer l'ensemble de ces questions à notre intervenante. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Emmanuel Georges, bonjour. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce direct. Avant de vous laisser la parole, je vais rapidement vous présenter. Alors, vous êtes chercheuse à l'INRAE en économie territoriale et vous vous intéressez au tourisme de montagne et notamment celui porté par les stations de sport d'hiver. Vos recherches sont d'abord intéressées au mode d'organisation des stations en mettant en exergue la diversité des modalités de gouvernance des stations. Aujourd'hui, dans un contexte de changement climatique, vos travaux mettent l'accent sur les stratégies d'adaptation des stations, leurs impacts territoriaux et l'émergence de trajectoires de transition touristique et territoriale. Pour être tout à fait complet, je rappelle que vous intervenez dans la semaine 4 du MOOC sur le changement climatique sur le thème La montagne touristique face au changement climatique. J'invite tous les auditeurs à bien vouloir couper leur micro et Emmanuel Georges, je vous laisse la parole. À tout à l'heure. Merci et bonjour à toutes et tous. Je vais donc intervenir sur cette question du changement climatique et des territoires touristiques de montagne, et notamment les stations. Donc, je vais avoir une intervention avec 4 points essentiels. Je vais préciser de quel point de vue je parle quand on évoque les stations et plus largement l'aménagement touristique de la montagne française, pour ensuite revenir sur la réalité du changement climatique en montagne, hein, et notamment l'impact que cela a pour les stations et leur activité au long cours. Et puis, j'envisagerai les stratégies d'adaptation qui sont actuellement mises en œuvre dans ces stations en les interrogeant. Et pour finir, j'aborderai la question des processus de transition de ces stations face au contexte du changement global et notamment climatique. Alors peut-être, d'où je parle quand on évoque les stations, hein. On a, notamment en France, plus de 100 ans d'aménagement touristique de la montagne, française. Depuis la fin du 19e siècle jusqu'à peu près les années 90, on a créé, on a développé des stations et ça a contribué à créer une filière de sport d'hiver. Aujourd'hui, on dit qu'on a environ, 250 stations, qui sont sur notre territoire dans les différents massifs. Et aujourd'hui, cette filière, sur la base de je dirais, de toute cette histoire assez longue de l'aménagement touristique de la montagne, c'est, un certain nombre de chiffres qui, je pense, méritent d'être précisés parce qu'on les entend très souvent. Le premier, c'est les emplois induits qui dépendent de l'ouverture des remontées mécaniques, hein. On estime qu'il y a environ 120 000 emplois induits. Donc c'est évidemment, ça donne l'ampleur de ce que les stations représentent et notamment, les remontées mécaniques. Et vous avez certainement peut-être entendu, la l'étude qu'avait menée Domaine skiable de France, donc qui est le syndicat professionnel des remontées mécaniques, qui, montrait qu'1 € investi dans les remontées mécaniques signifiait 7 € de retombées dans la station. Plus récemment, et la chambre régionale de la Cour des comptes a sorti son rapport hier, fait état d'1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires des remontées mécaniques en France. Donc, ça montre l'ampleur de la filière. Et puis, plus spécifiquement, la France fait toujours partie du top 3 des destinations de ski. En alternance derrière ou devant les États-Unis et l'Autriche.
avec 51 millions de journées skieurs vendues en 2023. Donc, évidemment que ça donne une idée de l'ampleur de ce que représente cette filière et du lobby et du poids que ça a pour un certain nombre de territoires de montagne. Et vous avez ici simplement cette carte pour dire que le massif des Alpes, c'est là où se concentre l'essentiel de cette filière et dans une moindre mesure, le massif des Pyrénées. Et puis ensuite, les autres massifs viennent largement derrière. Alors ça, c'était pour vous donner je dirais l'ampleur de ce que représentent ces stations. Une station, évidemment, sa ressource première, ce qui fait venir les gens, autour de la pratique du ski, c'est la neige et donc inévitablement, ça questionne la réalité du changement climatique dans ces territoires de montagne. Je vous ai remis ici, une figure qui, retrace, les enregistrements que Météo France fait, au col de Porte. Donc on est, en moyenne montagne, hein, à 1 326 mètres d'altitude et vous avez, en haut la courbe des températures, au milieu les hauteurs de neige et puis en bas, les précipitations. L'intérêt de ce suivi, hein, long terme que fait Météo France, c'est de montrer que, à moyenne montagne, on a eu, sur ce site-là, un réchauffement, de la température avec plus 1,3 degrés en à peu près, 50 ans. Une diminution là aussi significative de l'enneigement, d'environ 50 centimètres de hauteur de neige, ce qui est quand même, important et puis pas de tendance, je dirais structurelle sur l'évolution des précipitations. Ce que ça permet aussi de voir, hein, ces courbes, c'est les fortes variabilités entre les années, qui est aussi un élément important à prendre en compte. Donc, on voit bien là, avec cet exemple, que le changement climatique en montagne, c'est synonyme d'une sorte de dégradation des conditions d'enneigement naturel en montagne. Ça a été confirmé par, les travaux du GIEC, hein, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc je vous ai mis ici, le rapport que le GIEC avait, produit en 2019, qui était un rapport spécifique, sur, la montagne et vous avez, en bas sur, le bas du slide, les conclusions, que le rapport, évoquait, avec toujours beaucoup, beaucoup de précautions, dans, les conclusions. Quand on regarde ces conclusions, il y a 2 éléments importants. Le premier, c'est que sur le passé, le GIEC conclut bien à une diminution du manteau neigeux, quelle que soit, je dirais l'altitude où on se trouve, mais bien sûr avec une plus grande intensité à basse et à moyenne altitude. Et puis sur le futur, eh bien, le GIEC évoque une baisse probable des hauteurs de neige et l'intensité, de cette, diminution d'enneigement va évidemment dépendre des scénarios climatiques que l'on suivra à l'échelle internationale. Notamment, est-ce qu'on mettra en place une politique climatique forte qui permettra de réduire les gaz à effet de serre ou au contraire, de, continuer le modèle économique que l'on connaît et donc avec des conséquences, plus fortes. Ces travaux du GIEC, ils ont été, confirmés, très récemment, par une étude que, INRAE et Météo France a produit et ici je fais référence au travail qu'a, coordonné mon collègue Hugues François, qui a regardé, en se basant sur ces travaux du GIEC et sur les travaux, qu'INRAE et Météo France ont pu développer, ces dernières années, ont pu regarder l'évolution des conditions d'enneigement sur un panel assez important de stations, plus de 2000 stations situées dans 28 pays et leurs, conclusions sont assez fortes. 1er élément, c'est que si on est dans un scénario à plus 2 degrés de hausse de la température, moyenne au niveau mondial, eh bien plus de la moitié des stations feraient face à un risque très élevé de manque de neige. Donc un élément, quand même important et si on est dans le scénario plus défavorable avec la hausse de plus 4 degrés, eh bien c'est presque la totalité des stations qui se retrouveraient dans cette situation. Là, on est en neige naturelle et ils ont fait le même travail et c'est la deuxième partie de mon slide avec, un taux de couverture en neige de culture. Donc quand, on considère que les stations ont au moins la moitié, de leur domaine skiable couvert en équipement de neige de culture, eh bien vous voyez qu'avec la hausse de plus 2 degrés au niveau, mondial, la proportion
proportion des stations passe à 27 degrés, donc 27%, pardon, par rapport à cette idée de manque de neige. Et puis, si on est avec une hausse de plus 4 degrés, la proportion passe à 71%. Donc, on voit bien que la neige de culture atténue en partie la dégradation des conditions d'enneigement naturel, mais pas de manière complète. Donc, on a bien tout un ensemble de références aujourd'hui sur la réalité de ce changement climatique en montagne et particulièrement pour les stations. Et ça pose la question de leur stratégie de réaction et en particulier d'adaptation au changement. J'ai mis ici un schéma de collègue donc Burki qui a questionné les stratégies d'adaptation. La première série d'adaptations que mettent en œuvre les stations, c'est le haut de ce schéma avec un objectif de maintenir l'économie des sports d'hiver. Ça passe par plusieurs options. Ça peut être de travailler les pistes, donc par exemple, enlever les pierres, de les réengazonner, c'est-à-dire éviter et limiter l'érosion de la neige sur ces pistes. Ça peut être aussi de développer son domaine skiable plus haut en altitude. Donc, évidemment que ce sont des éléments qui ont pu se faire et qui peuvent continuer à se faire, mais qui appellent un certain nombre d'autorisations pour faire ce genre de développement. Et puis, vous voyez qu'un des éléments importants, c'est de développer la neige de culture ou la neige dite artificielle. Donc ça, c'est une réponse, je dirais, importante et presque unique de la plupart des domaines skiables en France, mais évidemment aussi à l'échelle internationale, puisqu'on considère au niveau international que pour qu'une station soit rentable, un domaine skiable soit rentable, eh bien, il faut qu'il y ait à peu près un minimum de 100 jours d'exploitation, donc au moins 3 mois d'exploitation du domaine skiable, en ayant entre 20 à 30 centimètres de neige au sol. Cette neige au sol peut être de la neige naturelle, de la neige damée, puisqu'on sait que le damage permet de limiter l'érosion de la neige, ou alors de la neige dite de culture. Et vous avez en bas 2 photos qui sont issues du travail de thèse de Lucas Bérard-Chenu, où vous avez les équipements en neige de culture. Soit ce sont ces grandes perches que l'on voit au bord des domaines skiables, soit des systèmes beaucoup plus ronds, également positionnés sur le bord des pistes. Faire de la neige de culture ou de la neige artificielle, c'est précisément envoyer de l'eau sous forte pression dans ces équipements de neige de culture, de manière à produire de la neige quand on en a besoin, notamment en début de saison, par exemple, pour préparer le domaine skiable, ou en tous les cas pour être en capacité d'exploiter le domaine skiable au moment adéquat, c'est-à-dire à l'ouverture du domaine skiable, en général aux vacances de Noël, et puis particulièrement dans les vacances de février, c'est-à-dire les 4 semaines là, qui vont commencer, qui sont cruciales pour l'exploitation d'un domaine skiable. Donc ça, c'est vraiment la réponse que les opérateurs de domaines skiables ont par rapport au changement climatique et à ces aléas aussi de météo, hein, puisqu'il y a toujours eu des hivers moins bien enneigés. Et aujourd'hui en France, il y a environ 40% du total des surfaces de domaines skiables qui sont équipées en neige de culture. Donc c'est une moyenne. Ça veut dire aussi que, bien sûr, il y a des stations, notamment plus petites ou plus basses en altitude qui n'ont pas d'équipement en neige de culture et d'autres qui vont avoir un taux beaucoup plus développé. Et surtout, on est avec un taux moins élevé que certains de nos concurrents européens, par exemple les Autrichiens. Donc c'est souvent un argumentaire qui est mis en avant par les opérateurs de remontée mécanique pour encourager le développement de ces équipements parce que c'est un moyen pour eux de pallier les difficultés et les dégradations de leur enneigement. On est aujourd'hui dans une saison qui, ça ne vous a pas échappé, où on a pu avoir une période de neige et puis maintenant on est dans des conditions beaucoup plus printanières avec déjà des domaines skiables qui ont fermé avant même les vacances scolaires de février. Derrière cette question de la production de neige de culture, il y a la question de la ressource en eau. Pour faire 1 mètre cube d'eau, il faut
pardon, pour faire 2 mètres cubes de neige, il faut 1 mètre cube d'eau. Ça veut dire, avoir la ressource en eau, suffisante. Ça a souvent été un enjeu fort de discussion et d'opposition entre, les opérateurs de remontée mécanique et les associations de protection de l'environnement, puisque cette ressource en eau, elle est aussi impactée par le changement climatique, hein, avec une recrudescence des sécheresses et qui pose aussi la question de la conciliation des usages avec, par exemple, l'agriculture ou le pastoralisme et puis, bien sûr, l'eau potable en lien avec l'urbanisation en montagne. Il y a également derrière la production de neige de culture, la question de l'énergie avec le renchérissement du coût de l'énergie. Donc, c'est aussi un élément important, que les opérateurs de remontée mécanique, font valoir. Et puis bien sûr, pour faire de la production de neige de culture, il faut des équipements, que vous voyez sur les photos et donc il faut avoir un certain nombre de capacités, économiques et financières pour assurer, ces, investissements. Et là, je veux juste faire référence ici à un graphique qui est issu de la thèse de Lucas Bérard-Chenu, qui a fait sa thèse à INRAE et Météo France, donc partagée, et qui avait montré ici, on est sur les stations du massif des Alpes, avec en haut la distribution des investissements en équipement de neige de culture en fonction de la taille des domaines skiables. Donc en haut, les très grandes stations jusqu'aux stations les plus basses petites en taille et en altitude. Et vous voyez que la partie verte qui correspond à la production de neige est assez équivalente où qu'on soit, donc par rapport aux autres postes d'investissement des opérateurs de remontée mécanique. Donc on retrouve bien l'idée que pratiquement toutes les stations, quelle que soit leur taille, ont je dirais des projets et des investissements dans ce domaine-là. Et puis le graphe du dessous évoque la distribution des investissements en fonction de l'altitude moyenne des domaines skiables. Et là, par contre, vous voyez que c'est plutôt la moyenne altitude, hein, cette altitude un peu critique de 1300 à 1600 mètres d'altitude, où les investissements sont les plus importants pour les stations, puisque c'est là qu'on va pouvoir trouver les fronts de neige ou des zones qui sont importantes pour l'exploitation des domaines skiables. Donc, on retrouve cet élément de la capacité économique des opérateurs à pouvoir faire, je dirais, des investissements dans ce domaine. Et puis, le changement climatique avec les scénarios que j'évoquais tout à l'heure, ça pose aussi la question de la capacité à produire la neige au bon moment, puisque un des éléments du changement climatique, en particulier avec la hausse de la température moyenne, c'est aussi une remontée de la limite pluie-neige. C'est aussi une raréfaction des créneaux de froid. Donc, les moments un peu clés où les créneaux de froid sont suffisants pour produire de la neige. Donc, je veux dire, ça pose un certain nombre de questions pour les opérateurs de remontée mécanique à pouvoir produire cette neige au bon moment en fonction de l'activité sur toute la saison hivernale. Donc, c'est des éléments qui sont évidemment importants et qui peuvent poser des interrogations par rapport à des risques de maladaptation, c'est-à-dire jusqu'à quand le fait de produire de la neige de culture aura du sens pour certains types de stations, à certaines altitudes et en fonction de leurs caractéristiques vis-à-vis je dirais, des impacts économiques sur la ressource en eau ou sur la perception que les clientèles peuvent en avoir. L'autre élément de la neige de culture, c'est aussi la question de la subvention ou je dirais du soutien par les politiques publiques à différentes échelles. Là aussi, c'est toujours un travail qui est issu de cette thèse, hein. On a ici sur le massif des Alpes avec la courbe verte, depuis 1997 jusqu'à 2019, l'évolution des investissements en neige de culture. Donc voilà, vous voyez l'évolution avec une diminution sur la période ici de 2006 jusqu'à un pic en creux 2013, donc des investissements qui diminuent, alors qu'on a un certain nombre d'hivers qui continuent à être faiblement enneigés et une prise de conscience du changement climatique qui ne fait que s'accroître. Quand on regarde la réalité des politiques publiques qui ont été menées par les deux régions, la région PACA et la région Auvergne-Rhône-Alpes,
et donc on superpose la nature des politiques publiques. Je voudrais juste noter que sur la période que j'évoque là, c'est-à-dire de 2006 à 2013, où on voit cette diminution des investissements, ça correspond par exemple dans l'ex-région Rhône-Alpes au choix de cette région de cesser le soutien aux équipements en neige de culture. Donc il y avait une politique régionale qui consistait à mettre l'essentiel de sa politique plutôt sur d'autres objets, en particulier la diversification de l'offre touristique que je vais évoquer juste après. Et par contre, vous notez la hausse à nouveau assez forte des investissements en neige de culture. Et là aussi, si je me focalise uniquement sur la partie nord du massif, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes, eh bien, on a eu un changement d'exécutif régional avec un exécutif régional actuel de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui soutient en partie les projets d'équipement neige de culture. Donc, on a bien un rôle des politiques publiques régionales, et là, c'est l'exemple de la région. On pourrait avoir une analyse plus fine en prenant aussi en compte les politiques départementales, etc., mais qui montre aussi que cette dynamique de l'équipement neige de culture, elle est bien sûr le fait des opérateurs économiques de remontée mécanique, mais que se joue aussi, et le rapport de la Cour des comptes l'a aussi évoqué, hein, se joue aussi avec des politiques de soutien qui vont être de nature différente selon la région, sa politique, sa finalité par rapport à cette économie des sports d'hiver. Donc voilà pour, je dirais, la stratégie vis-à-vis de la neige de culture. Heu, Bien sûr, ça commence à mettre en avant un certain nombre de difficultés heu, d'enneigement d'une partie des stations. Là, je vous ai mis juste quelques vignettes de stations. Alors, c'est la station de Chambon-les-Neiges à gauche, et puis à droite, la station du col de l'Arzelier. Donc, des stations qui ont déjà annoncé leur fermeture. Plus récemment, on a eu la station de la Sambuie, hein, qui a annoncé sa fermeture. En tous les cas, derrière ces choix de fermeture qui sont à la fois liés à des questions économiques, d'enneigement, et cetera, il y a souvent, je dirais, des dynamiques collectives assez fortes avec des tensions, avec des choix qui, évidemment, font beaucoup parler. Donc là, on a des exemples de stations qui ont déjà fermé, mais on a aussi d'autres stations qui réfléchissent par rapport au changement climatique. Et là, je vous les ai mis l'exemple de la station de Métabier dans le Jura, qui a travaillé avec INRAE, Météo France et le bureau d'études Dianeige, puisque la station, c'est un syndicat mixte et qui a demandé un travail sur l'évolution de ces conditions d'enneigement. Donc, vous avez ici une représentation de son domaine skiable avec des projections des conditions d'enneigement, notamment le fait qu'à horizon 2030, c'est finalement très près de nous, eh bien, des mauvaises conditions de production de neige. Donc, voilà, une capacité à faire de la neige qui se détériore, et notamment qui rend difficile la production de neige sur les fronts de neige, donc ces fameux endroits où les skieurs démarrent, hein, leur activité. Et puis, quand on poursuit 2035 ou 2040, eh bien, une dégradation en termes de rentabilité, en termes de chiffre d'affaires, qui fait qu'à un moment, eh bien, le syndicat mixte a projeté la cessation d'exploitation de son activité de remontée mécanique. Donc là, on est dans un cas d'un exploitant qui, face à un certain nombre de conditions, notamment d'enneigement, prévoit et planifie l'arrêt de son activité, avec derrière tout un ensemble de réflexions sur comment je fais pour programmer cet arrêt, et qu'est-ce que je prévois aussi pour mettre en œuvre d'autres activités. Et donc ça renvoie à des aspects de diversification. Alors, on n'est pas les seuls à avoir ces réflexions-là. Là, je vous ai mis l'exemple d'une station qui fait partie d'un des projets de recherche qu'on coordonne à INRAE, qui est la station de Sand Corona, en Basse-Autriche. Cette station, ce domaine skiable, c'est plutôt une station de taille assez mesurée,
et l'opérateur économique a fait le choix de cesser l'exploitation de son domaine skiable complet pour des raisons économiques et d'évolution de l'enneigement, en se recentrant sur le front de neige ici, voilà, donc sur une zone que vous voyez là, en se ciblant sur la clientèle plutôt familiale et d'apprentissage du ski, et en, je dirais, pensant, essayant d'inventer un modèle économique à la fois pour l'hiver, mais également pour l'été, puisque vous avez ici une représentation de, des types d'activités qui sont mis en place, par exemple le VTT, par exemple la luge d'été et tout un ensemble d'autres activités sur ce site. L'autre exemple que je voulais partager avec vous, qui est aussi partie prenante du projet Transtat que l'on mène, c'est Valmalenco. On est en région Lombardie ici. Et là, on a eu une fermeture définitive des remontées mécaniques en 2016, avec du coup le développement de tout un ensemble d'activités. Les vignettes ici vous illustrent un certain nombre d'entre elles, hein. Le VTT sur la neige, le freeride, le ski de randonnée. Donc voilà, une volonté de trouver un autre modèle économique suite à la fermeture des remontées mécaniques. Donc tout ça, ça nous amène à finalement questionner le deuxième type de stratégie d'adaptation. Donc, et là, c'est finalement d'essayer de trouver des alternatives euh, au tourisme de sport d'hiver. Et c'est toute la question de la diversification qu'on a pu appeler tourisme 4 saisons ou qu'on appelle offre touristique diversifiée. Donc, c'est vraiment le second type de stratégie d'adaptation que les stations mettent en place aujourd'hui en France. Ça renvoie aussi, bien sûr, au changement climatique, mais ça renvoie aussi à l'évolution des comportements des clientèles. Aujourd'hui, on sait qu'il y a quand même peu de Français qui partent au sport d'hiver, hein, moins de 8%. Alors, bien sûr, il y a la clientèle internationale selon le type de station où on se trouve, avec des clientèles qui changent dans leurs pratiques et surtout une augmentation de ce qu'on appelle les non-skieurs absolus, donc des gens qui viennent en hiver en séjour, mais qu'il va falloir occuper avec d'autres types d'activités. Et puis, j'ai fait référence à une étude récente d'Atout France qui montre qu'en hiver, en montagne, le ski n'est qu'en quatrième position sur ce qui fonde l'attraction pour les touristes et les clients. Donc, c'est un élément là aussi important à prendre en compte, cette évolution des comportements et des pratiques. Et du coup, quand on interroge les clientèles aussi, il y a aujourd'hui assez peu de travaux là-dessus. Ça, c'est un travail du bureau d'études G2A, mais quand ils ont interrogé les clientèles en leur demandant comment ils voyaient le changement climatique et l'évolution de la neige, vous voyez que la réponse est assez majoritairement oui, c'est-à-dire que les gens ont parfaitement conscience de ce changement climatique, en tous les cas, ce type de clientèle. Et quand on leur demande ce qu'ils feront s'il n'y a plus ou moins de neige, vous voyez que la première catégorie est assez intéressante parce que les gens considèrent que ils sont attachés à leur destination dite favorite et qu'ils continueront à venir même s'il y a moins de neige et qu'ils feront d'autres activités. Donc là, on voit bien que c'est une population intéressante par rapport à la diversification de l'offre touristique. Et puis d'autres auront des comportements différents, aller dans d'autres destinations ou aller plus haut en altitude dans des stations qui auront une garantie d'enneigement. Et donc, ça pose la question de cette diversification de l'offre qui vise à intégrer ces comportements de clients et à créer cette offre touristique complémentaire au ski en hiver, mais aussi en saison estivale. Et puis maintenant, on parle plus d'ailes de saison, hein, les fameuses le mois de juin, le mois de septembre ou d'octobre selon la météo. L'offre touristique, c'est vraiment tout un ensemble d'activités, hein. J'en ai représenté ici, la raquette, l'escalade, les visites culturelles, de fermes, et cetera. Donc tout un ensemble, tout un panel de types d'activités ou de prestations. Ce qui est intéressant dans l'offre touristique, c'est pour mettre en place une offre touristique à l'échelle d'une station, ça
appelle une mobilisation des ressources de ce territoire. Et ces ressources, elles vont être agricoles quand on veut faire de la visite de ferme, elles vont être environnementales si on veut faire des circuits de découverte du patrimoine environnemental avec ou sans accompagnateur, ressources culturelles. Tout ça, ça a comme conséquence que forcément cette offre touristique, elle se fait à une échelle beaucoup plus vaste que la seule station. Et donc, on est plus dans une logique de territoire ou de destination. Et ça impose aussi de faire travailler ensemble des acteurs différents. Bien sûr, les acteurs touristiques, mais aussi les acteurs agricoles, environnementaux ou de la culture. Et donc, à, je dirais, favoriser la rencontre de ces acteurs pour créer cette offre touristique complète. Et donc, bien sûr que ça pose un certain nombre, je dirais, de questions sur la réalité de la diversification aujourd'hui dans les stations et dans les territoires. Et pour illustrer ça, j'ai pris l'exemple de la politique des espaces valléens. Ça, c'est une politique que mène le massif des Alpes. Donc, le massif des Alpes, ce sont les deux régions PACA et Auvergne-Rhône-Alpes et l'État, donc l'ANCT, hein, l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui mène maintenant depuis plus de 15-20 ans une politique de soutien à la diversification touristique via les espaces valléens. Donc un espace valléen, c'est un territoire de projet avec une ou plusieurs stations et il y en a 35, enfin, il y en avait 35 sur la politique qui a concerné la période 2014-2020. Donc, vous voyez que ça concerne quasiment tout le massif alpin. Et puis à droite, c'est la politique actuelle avec quatre espaces valléens supplémentaires, donc sur la période 2021-2027. Quand on a regardé donc dans l'ensemble de ces 35 espaces valléens, on a regardé l'ensemble de leur programme d'action, de ce qu'ils avaient planifié de mettre en œuvre sous l'angle de la diversification de l'offre. Et vous voyez, c'est le camembert de gauche. Ce qui ressort comme type d'activité, c'est essentiellement du tourisme sportif doux en vert et de la valorisation du patrimoine en rose, patrimoine environnemental ou patrimoine culturel. Quand on regarde, non pas en nombre d'actions, mais cette fois en volume financier des plans d'action, eh bien, on voit que les infrastructures sont un peu plus importantes. Derrière les infrastructures, ça peut être la création d'un musée, d'une maison de la montagne, d'un centre de balnéothérapie, donc forcément avec des investissements plus importants. Et quand on zoome sur la catégorie de la diversification tourisme sportif doux, ce qui ressort dans l'ensemble des espaces valléens, c'est la question de la randonnée, qui inclut d'ailleurs l'itinérance, et également le vélo sous toutes ses formes, avec ou sans assistance électrique, et VTT. Donc, ça peut poser une question, c'est que finalement, toutes les stations, tous les espaces valléens pratiquent un peu le même type de diversification touristique. Et tout l'enjeu est de spécifier et vraiment de rendre particulier son offre touristique à l'endroit où on se trouve de manière à satisfaire et fidéliser ses clientèles. Derrière la diversification touristique, un des enjeux, c'est vraiment la question des retombées économiques de cette diversification, avec un discours sur le fait que la diversification ne rapporte pas autant que l'activité des domaines skiables. Alors c'est vrai, mais en même temps, on compare pas tout à fait les mêmes choses, hein. Le chiffre d'affaires d'une remontée mécanique, c'est un opérateur de remontée mécanique qui la réalise, tandis que la diversification touristique, elle est prise en charge par une diversité d'acteurs. Du coup, la répartition du risque n'est pas tout à fait la même. Pour autant, aujourd'hui, il y aurait vraiment besoin d'évaluer beaucoup plus finement à l'échelle d'un territoire la réalité de ces retombées économiques, environnementales et sociales, parce que c'est vraiment aussi un argumentaire qui est largement mobilisé par les acteurs quand on réfléchit au devenir de stations. Et pour finir, peut-être sur ces stratégies d'adaptation, aujourd'hui, les stations mènent les deux en même temps. C'est-à-dire que sur un territoire, on a à la fois de la fiabilisation d'enneigement et de la diversification de l'offre. Elles peuvent être menées en même temps sur les stations, mais elles ne sont pas menées par les mêmes acteurs. La production de neige, elle est prise en charge par
l'opérateur de remontée mécanique avec ou pas subvention publique. Et de l'autre côté, la diversification de l'offre, elle est souvent prise en charge par tout un ensemble d'acteurs, là aussi avec un soutien de politique publique. Et pour l'avenir, ça pose la question de leur articulation dans le temps, c'est-à-dire comment on donne du sens à la production de neige de culture. Est-ce que c'est une logique court-termiste ou plus moyen terme? Comment elle s'articule avec une évolution de l'offre touristique et avec quelle vision du futur de la station? Donc ça amène à réfléchir plus largement. Et là, je note juste, parce que je vois le temps tourner, mais que bien sûr, on parle de changement climatique ici, mais il y a beaucoup d'autres, je dirais, secteurs à prendre en compte, hein. La question de l'hébergement touristique, de son remplissage en station, la question de comment les territoires concernés par les stations sont urbanisés, comment ils évoluent sur le plan de la démographie, et puis aussi tout ça sous fond de recomposition territoriale, avec un rôle de plus important des intercommunalités, donc avec une place du tourisme et du tourisme neige qui évolue dans l'ensemble de ces territoires. Tout ça, ça questionne les dynamiques de demain en termes de transition, vraiment de réflexion sur le chemin d'évolution de ces stations et de ces territoires, sachant qu'il n'y a pas de modèle de transition. Donc, on aura, je dirais, un continuum hein, de stations, parfois la fin du ski, mais pouvant aller pour certaines stations à son renforcement. Donc, il y a vraiment à réfléchir en termes de processus. Et pour finir, c'est ce qu'on se propose de faire, hein. On a un projet Interreg Espace Alpin donc, qui s'appelle Transstat pour transition des stations, qui est un projet qu'on mène sur 3 ans, de 2022 à 2025. Et on travaille avec ces stations-là. Donc, on a un réseau de stations, et j'en aurai fini après, vraiment un réseau de stations avec lesquelles on co-construit sur leur réalité aujourd'hui, leurs enjeux propres de transition. Donc, dans certains cas, c'est le changement climatique. Dans d'autres, c'est comment on fait pour maintenir de la population permanente. Et du coup, on co-construit vraiment avec ces stations dans l'idée de les accompagner dans la définition de leur processus de transition qui peut être touristique ou territorial. Voilà, j'en ai terminé. Après, j'avais juste un élément sur la manière dont on travaillait, mais peut-être que je pourrais l'évoquer à l'oral. Voilà, je ne sais pas, Vincent, ce que… Oui, oui, faisons comme Voilà. ça. C'est vrai qu'il est, voilà, il est 17h37 et il y a pas mal de questions que je vais vous relayer. En tout cas, merci beaucoup, Emmanuel, pour cette présentation. C'était très clair. À la fois, on retrouvait les éléments présentés dans le MOOC et puis vous en avez présenté bien d'autres. Avec ce hasard du calendrier, si c'est un hasard, avec cette publication hier du rapport de la Cour des comptes, un rapport qui est en accès libre aussi et que vous pouvez… Ah, pardon, alors s'il vous plaît, je vous demande de bien couper vos micros. Voilà, rapport de la Cour des comptes que j'évoquais à l'instant, avec un résumé en quelques pages qui me semble être extrêmement intéressant en complément de tout ce que vous avez pu entendre aujourd'hui. Les questions. Première question, ensemble de questions qui portent sur la neige de culture. Sur la question de l'eau, puisque c'est quand même souvent l'un des impacts majeurs qui est désigné par rapport à cette production de neige de culture. Il y a souvent la présence de retenues collinaires, c'est souvent l'image que l'on retient par rapport à l'alimentation de ces systèmes-là. Est-ce qu'il y a d'autres systèmes d'approvisionnement en eau qui pourraient être peut-être moins impactants par rapport à des retenues d'eau de lacs de barrage, par exemple, ou ce genre de choses? Alors, c'est vrai que la question des retenues d'altitude, je dirais, c'est une manière de faire de la neige, enfin d'avoir de l'eau pour faire de la neige qui est souvent mise en avant, qui est aussi souvent critiquée, hein. Je n'ai pas évoqué le cas de la Clusa, mais récemment, le fait de construire une retenue d'altitude a provoqué pas mal je dirais, de protestations. Après, ça dépend je dirais, des situations de station. Il y en a qui ont de l'eau parce qu'il y a de l'hydroélectricité. Il y en a qui ont des sources. Donc, c'est vraiment, je dirais, au cas par cas que la mise à disposition de la ressource en eau se fait pour la production de neige de culture, avec aussi la question de la qualité des réseaux pour ne pas perdre de l'eau en route pour la production de cette neige.
La neige, une fois qu'elle est, enfin, la neige, une fois qu'elle est produite, lorsqu'elle fond, est-ce que c'est de l'eau simplement ou est-ce que des fois il y a des produits pour lui donner une certaine texture? Je sais pas, hein, vraiment, qu'est-ce qu'il en est de cette question de la qualité de l'eau obtenue après la fonte de cette neige de culture? Alors ça, c'est un élément important, c'est aussi, un argument que met très souvent en avant Domaine skiable de France, hein, pour dire qu'il y a un prélèvement de l'eau à un moment et puis on la restitue au territoire. Sauf que, entre-temps, il s'est passé la saison hivernale, ce qui est quand même pas tout à fait anodin. Après, il y a eu, des expérimentations qui avaient été faites, et notamment avec l'implication du CEMAGREF, il y a maintenant, pas mal d'années sur, un travail autour du SNOWMAX, donc qui était, une manière de voir comment cet adjuvant pouvait, favoriser la production de neige, de culture. En tous les cas, en France, la production de neige, c'est de l'eau et de l'énergie et rien d'autre. Donc, il y a eu un moratoire, là-dessus, dans, les modalités pour produire de la neige de culture. Alors, une remarque, c'est vrai qu'on s'intéresse souvent au coût en eau, en énergie. D'ailleurs, une précision, produire de la neige de culture, c'est météo dépendant, il faut une certaine température de l'air, il faut... Oui, alors c'est ce que j'évoque, il faut les créneaux de froid, C'est ça. alors même si les équipementiers en neige de culture, hein, travaillent aussi sur, des équipements qui, peuvent produire de la neige à température positive. En tous les cas, et ça c'est de l'innovation technologique, pour autant, une des questions et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, le fait de pouvoir faire de la neige de culture appelle, certaines conditions météo et dont on sait qu'elles seront mises à mal par le changement climatique, à court et moyen terme et donc avec une réduction de ces créneaux de froid, qui fait que ça pose la question de, est-ce qu'on a les créneaux de froid au bon moment pour produire la neige de culture dont on a besoin? Eau, énergie et la biodiversité dans cette histoire. L'eau est une ressource qui n'est pas utile que pour les humains en montagne, Tout à bien fait. évidemment. Qu'est-ce qu'il en est de ces prélèvements? Est-ce que ça a été un aspect étudié? Et cette question de la biodiversité, des impacts environnementaux, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure aussi, puisqu'il y a des questions qui portent dessus sur les activités de substitution ou de diversification. Oui. Souvent, on les présente comme vertueuses parce qu'elles permettent de sortir un petit peu du tout ski. Mais voilà, donc ce sera peut-être un aspect à évoquer plus tard. Mais dans un premier temps, sur ces prélèvements en eau, qu'est-ce que l'on a Alors ça, montré? c'est oui, c'est un travail, qui est en cours, par mes collègues, notamment d'INRAE, je parlais tout à l'heure d'Hugues François et de Météo France, hein, Samuel Morin, qui poursuivent le travail engagé, sur, l'évolution et l'analyse des conditions d'enneigement, en lien avec le changement climatique pour, avoir une analyse beaucoup plus fine, de ces prélèvements d'eau à l'échelle du bassin versant, puisque, tout ça se passe à une échelle particulière dans laquelle, comme je le disais, il y a d'autres prélèvements, qui, concernent les populations, permanentes, mais aussi, les troupeaux et autres et qui questionnent aussi, la place de la biodiversité, notamment dans un contexte où on sait qu'on va avoir on a déjà des recrudescences de sécheresse. Donc c'est un axe, scientifique, qui est travaillé, actuellement par mes collègues. Dans les solutions d'adaptation, vous avez parlé des intérêts, mais aussi bien sûr des limites de la neige de culture. Certaines stations ont-elles cherché tout simplement à faire des aménagements plus en altitude quand c'était possible? Alors, là, on touche à un point important, c'est la diversité des stations qu'on a en France. Il y a des stations qui sont hautes en altitude, qui ont des glaciers, mais dont on voit aussi qu'elles sont en train de penser et peut-être de revoir l'utilisation des glaciers. Donc, dans l'ensemble des stations, il y a un travail de réflexion sur cette neige. Donc, ça peut être produire de la neige de culture, ça peut être en stocker pour faire des carrières à neige, donc de manière à en garder et à pouvoir la prendre pour l'étaler quand on en a besoin sur, une partie du domaine skiable. Les opérateurs ont aussi, de plus en plus, de machines avec, des GPS, hein, donc qui permet aussi de travailler, les pistes de manière beaucoup plus fine. Donc c'est tout un ensemble de, je dirais de pratiques. Après, je dirais que c'est presque au cas par cas quand vous avez un domaine skiable en plusieurs secteurs et donc avec des pistes de liaison, bah, vous savez que ces pistes
pistes de liaison, c'est là où il faut qu'elles soient enneigées de bonne manière, ce qui n'est pas tout à fait la même problématique pour un domaine skiable, je dirais, avec une unité de domaine skiable sans passage d'un secteur à l'autre. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Et évidemment qu'il y a tout un ensemble de pratiques de gestion de la neige pour essayer de la maintenir, de la stocker et de la mettre là où ils en ont besoin à un moment donné. Alors, vous avez beaucoup parlé d'adaptation des stations et je vais vous lire ce message parce que c'est vrai qu'on a parlé surtout ici d'activités de tourisme et un message qui nous invite peut-être à voir les choses de manière plus large. Alors, toutes les solutions évoquées sont en lien direct avec le tourisme. N'est-ce pas une vision trop réduite de ce que la montagne peut offrir dans le cadre de la réindustrialisation, pardon, de la France? Quels sont les atouts que les espaces de montagne peuvent proposer pour accueillir une activité économique, stabiliser les populations et rendre les territoires attractifs en dehors du tourisme? Ça me semble intéressant comme Tout à question. fait. Alors, oui, oui, c'est une question, enfin une remarque très pertinente. Alors, je pense que ça renvoie à 2 choses. D'abord, il y a une partie des stations, qui ont une dépendance à l'économie des sports d'hiver très, très élevée, notamment les stations qu'on a faites pour et par le ski, qui peuvent être en altitude. Alors peut-être qu'il y en a qui seront, je dirais, pérennes, par rapport au ski, mais voilà, leur poids, le poids de l'économie des sports d'hiver est centrale. Et puis, il y a d'autres stations, notamment les stations de moyenne montagne, qu'on a beaucoup critiquées hein, dans les certains nombres d'années 80, en considérant que bah, ces stations moyennes, il y avait du ski, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait de l'artisanat, un peu d'industrie, de l'agriculture, et qu'on était dans une économie diversifiée et que bon, voilà, en termes de performance de l'activité des sports d'hiver, c'était peut-être pas complètement qualitatif. Je pense que du coup, ces territoires-là, ils peuvent avoir des atouts pour penser le futur, alors avec le tourisme ou en articulation avec d'autres activités. Et je prends l'exemple on travaille là dans la zone de Saint-Pierre de Chartreuse, on est exactement dans cette problématique de la place du tourisme d'hiver, à côté d'autres types de tourisme, qu'il soit en hiver, une autre offre en hiver, mais aussi une offre tout au long de l'année, mais aussi cette nécessité de penser plus large, c'est-à-dire le fait qu'on ait une agriculture, qu'on a de la forêt, que toutes ces activités vont être elles-mêmes soumises au changement climatique, et puis qu'on a des gens qui viennent habiter cette moyenne montagne et qui ont, je dirais, des attentes et des visions du territoire qui peuvent être complètement renouvelées. Donc, pour moi, c'est clairement prendre en compte le tourisme dans l'ensemble de ce qu'est la transition territoriale. Elle n'est pas que touristique. Vous avez parlé de l'importance des subventions. Alors, vous avez montré un graphique intéressant qui montre un peu l'historique de ces subventions, notamment par rapport à la neige de culture. C'est peut-être d'ailleurs l'une des pistes hein, de la Cour des comptes, mais faudrait-il conditionner les subventions publiques à la transition adaptative des territoires? Est-ce que c'est un peu Oui, l'idéal? oui, alors cette question de l'éco-conditionnalité, en tous les cas, à titre personnel, je pense que c'est une voie à la fois pour la transition, mais elle était déjà euh, possiblement une voie dans le cadre de la diversification ou de la neige. C'est-à-dire, on peut, par exemple, sur de la subvention de neige de culture dans un cas donné, on peut l'apprécier en fonction de ce qu'est la station, de son plan d'évolution en termes de transition et conditionner cette subvention à la mise en place d'une démarche qui réfléchit en termes de diversification et de transition. Après, derrière cette éco-conditionnalité, il faut la tenir. Oui, C'est un engagement politique. ça on le perçoit bien. Toujours dans le domaine, sur la question de l'aspect un peu politique, le ski en France est-il un service public? Alors j'ai vu quelque chose qui se rapprochait de cette idée-là et qui différenciait le ski en France du ski dans d'autres pays. Euh, Alors, ça, c'est effectivement le résultat de notre loi montagne de 1985, hein, puisque la loi montagne a reconnu les communes supports de domaines skiables comme responsables de leur enfin, pilotage. Donc, c'est les articles de la loi montagne qui disent ça, qui spécifient ça. Et surtout, en France, les remontées mécaniques sont considérées comme un service public.
Ça explique donc que les collectivités locales qui sont support de ces stations de sport d'hiver, quand elles ne veulent pas, je dirais, gérer en direct par tout un ensemble de modes de gestion leur domaine skiable, eh bien, elles peuvent le déléguer en service public, puisque les remontées mécaniques sont un service public. C'est par ce biais-là qu'on a ces possibilités de gestion par délégation de service public à un acteur privé ou à un acteur de type société d'économie mixte, par exemple. Quand on parle Et, de... et juste, Pardon. pardon, et effectivement, c'est un des points souvent mis en avant de différence avec les concurrents européens, où la loi montagne ne dit, leur loi montagne ne disent pas la même chose, et où finalement la place de la collectivité dans la gestion des stations est complètement autre que dans le cas français. Dans la transition de ces territoires, euh, alors ça va avoir un coût, en tout cas il y aura peut-être des modèles économiques différents avec une rentabilité moindre peut-être de ces nouvelles activités. Alors il y a beaucoup de questions par rapport à cela. Qu'est-ce qu'il en est déjà du démantèlement des infrastructures? Ça c'est peut-être un premier point. Est-ce qu'il y a eu des évaluations pour voir un petit peu ce que ça coûtait de faire cette transition du point de vue du Euh, démantèlement? Je pose alors, les questions un petit peu pêle-mêle, peut-être vous oui, oui. pourrez ensuite voilà, y Mm. répondre. Est-ce que la question de la reconversion des métiers, 120 000 ou 150 000, j'ai plus le nombre exact de métiers, est-ce que sur le plan collectif, est-ce qu'il y a des dispositifs déjà qui sont imaginés? Et puis ensuite, un aspect que j'ai évoqué tout à l'heure, c'était sur l'impact, enfin les modèles économiques, vous en avez parlé de ces nouvelles activités, mais aussi les impacts environnementaux. On peut s'imaginer que transformer des personnes qui viennent skier ou à la montagne pour aller observer des animaux sauvages, ça peut déranger les animaux sauvages, par exemple, ou une autre personne signaler l'existence de risques en montagne maintenant liés avec justement la fonte, soit des glaces, de l'instabilité des blocs et ce genre de choses. Donc, Mm. beaucoup de questions autour, voilà, de cette Alors, reconversion. je vais commencer par la dernière sur l'impact sur l'environnement, la biodiversité, et qui est plus large parce que quelque part, c'est une connaissance et une pratique de la montagne. Avec la diversification de l'offre, effectivement, ça amène des réflexions qui sont encore en cours, hein, je pense, dans la plupart des territoires, sur comment organiser cette offre touristique et les flux qu'elle génère. Parce que effectivement, on peut et on a pu dire que la diversification, bah, c'était très bien parce que c'était un tourisme plus doux, plus diffus. Mais justement, parce qu'il est plus diffus, eh bien, il faut arriver à contrôler les flux et savoir où les gens vont et dans quelle zone. Donc, ça pose la question à la fois de l'organisation, notamment quand on est dans des territoires labellisés, hein, avec un niveau de protection, que ce soit un parc naturel régional, un parc national ou une réserve, un espace protégé de manière générale. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment encore de l'expérimentation et des pratiques à mener et les expériences qui peuvent être menées dans les espaces protégés ou dans certaines destinations ont tout à fait vocation à être partagées pour avoir des bonnes expériences. Et un des éléments qu'on voit beaucoup évoqués par les acteurs de ces territoires, je vois sur le chat, hein, la faune est très fragile, c'est effectivement cette éducation à l'environnement et à la montagne et à comment les pratiques touristiques doivent finalement prendre acte de cet environnement, de sa fragilité et de, et de s'en servir aussi pour en faire un outil d'éducation et de sensibilisation. Euh, et je pense que ça reste vraiment complètement perfectible, évidemment. Sur la question du démantèlement, alors je n'ai pas de chiffres en tête, hein, là je ne veux pas vous dire de bêtises. Après, ce qu'on note, c'est que même pour les stations qui sont les domaines skiables déjà fermés, on note que les démantèlements ne sont pas si évidents que ça, parce que ça pose la question de qui le prend en charge, au-delà de son coût. Donc, il y a encore des domaines skiables qui sont fermés déjà depuis pas mal de temps où les remontées mécaniques sont toujours là. Donc, je pense que là, il y a aussi des efforts à faire dans la remédiation, la renaturation du territoire en question et de valoriser cet aspect-là pour une éventuelle offre touristique ou pas d'ailleurs. Euh, et puis, j'ai oublié votre troisième question, C'était sur la celle du milieu. transition des reconversions.
transition professionnelle, mais au Oui, sens plutôt oui, collectif, en fait, hein, de tout tous à les fait. métiers qui devraient Mmh, être perdants au cours des mmh. prochaines décennies. Alors, c'est sûr qu'il y a un gradient de métiers plus ou moins impactés hein, par le devenir des stations. Je pense en particulier aux moniteurs de ski hein, ou aux employés des stations sur les remontées mécaniques. Il y a aujourd'hui des réflexions qui peuvent être menées à la fois sur la prise de conscience du changement climatique et surtout à voir comment, en fonction de l'évolution des stations, le métier et l'attractivité de ce métier va changer et du coup, il y a quand même des éléments, voilà, qui sont en cours de réflexion, mais qui sont pas si évidents parce qu'une fois qu'on a dit, qu'il y aurait sans doute moins besoin, de moniteurs à certains endroits et ça pose la question de la capacité de ce que ces, gens peuvent, faire, hein. Alors soit aller, enseigner ailleurs, soit se reconvertir et donc là, on est bien dans, une reconversion d'un secteur, comme une industrie hein, et d'un secteur avec un niveau, je dirais, d'expertise et comment arriver à le faire bouger. Après, ce qu'on voit dans la plupart des territoires de montagne qui sont concernés par le tourisme, c'est aussi le développement de filières de métiers. Hein. Je pense à la frate dans le massif du Vercors, par exemple, avec tout un ensemble de métiers qui sont en lien avec le tourisme, mais pas seulement et qui donne à voir la palette des possibilités de formation dans ces territoires-là. Voilà, pour autant, à titre individuel, ça pose la question, bien sûr, de la trajectoire professionnelle d'un individu et de sa capacité à se délocaliser ou pas aussi. Alors, il est bientôt 18 heures. J'ai noté trois questions pour terminer ce direct. Le premier, est-ce que vous pourriez nous donner quelques éclairages sur le bilan carbone d'un skieur ou d'une station de ski, si on prend une échelle un peu plus grande? Ça, c'est le premier point. Deuxième question, est-ce que vous pourriez revenir sur, est-ce qu'il existe des indices de vulnérabilité pour les stations de ski en France par rapport à tout ce que vous avez évoqué, subventions, enneigement, etc. Et enfin, c'est une question que l'on pose maintenant traditionnellement dans nos directs. Est-ce que vous pourriez, pour terminer, nous présenter un peu votre métier? Et notamment, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment les chercheurs aujourd'hui, et les enseignants-chercheurs, s'impliquent dans la société et donc dans les commissions, dans la vie des territoires, pour faire valoir les connaissances qu'ils génèrent, qu'ils produisent. Alors, sur le bilan carbone, il y a eu des travaux, à la fois quand, les stations sont engagées dans, la charte de développement durable, avec une réflexion sur un certain nombre d'indicateurs qui permettaient de suivre leur engagement, dans cette réflexion-là et puis plus récemment les éco-engagements, dans les stations. Les bilans carbone qui ont été faits, évidemment, il y a, je dirais, une dimension complètement, importante qui est celle du transport. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui est vraiment important, c'est le bilan carbone du déplacement pour aller en station. Donc là, il y a un élément qui est central avec je dirais, un travail possible sur la mobilité de ce type de déplacement. Est-ce que c'est en voiture ou est-ce que c'est en mobilité plus douce? Donc là, c'est l'accès. Et ensuite, selon le type de station, il y a les stations qui ont été faites selon le modèle, je dirais de la station, ex nihilo, hein, où on a créé les stations, sur un site vierge où tout est, sur le même espace pour, favoriser le séjour. J'ai envie de dire que là, une fois arrivé, le client peut ne plus rien utiliser comme, déplacement polluant et donc être dans, quelque chose, de plus doux en termes de mobilité. Donc, ce bilan carbone sur le déplacement, c'est un élément fort et puis l'autre élément, qu'on voit arriver, c'est bien sûr, l'hébergement et le côté, thermique, hein, énergétique d'un certain nombre d'immobiliers de loisirs qui, sont nés dans une période où on n'avait pas du tout eu la crise, du pétrole et encore moins le renchérissement aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a différents angles d'attaque dans ce bilan carbone.
Sur les indicateurs de vulnérabilité, je pense que bon, le rapport de la Cour des comptes en a mobilisé un certain nombre. Je pense que c'est un des travaux pardon, à mener dans la réflexion sur le futur de ces stations, c'est de mobiliser pas simplement des indicateurs de changement climatique, notamment sur l'impact des conditions de neige, mais c'est aussi l'histoire de la station. Est-ce qu'on a une station qui se vend par des tours opérateurs ou pas? Est-ce qu'on a tel type de clientèle? Quelle est, je dirais, la situation économique des collectivités locales? Donc, c'est tout un ensemble de, comment dire, de facteurs qu'il faut arriver à lire ensemble pour avoir un peu à la fois un diagnostic de vulnérabilité et s'en servir pour mettre en place une réflexion sur le futur. Et puis, sur mon métier, alors moi, je suis une chercheuse, hein, donc, alors j'arriverai pas à lire en même temps le texte, mais voilà, moi, je fais de la recherche. Non, non, mais vous pouvez le laisser. Donc, mon travail, c'est d'investir des questions autour du fonctionnement, de l'organisation, du devenir des stations par différentes palettes. Donc, ça, c'est vraiment mon travail qui consiste à produire de la connaissance, voire des outils méthodologiques. Et puis, comme vous le disiez, Vincent, plus récemment, dans le cadre du projet européen que j'évoquais, on est dans ce travail de démarche participative, de co-construction avec les acteurs de ce territoire. Donc, je donne juste un exemple. Hein, ça nous a conduit à faire une réunion publique avec 130 personnes où on a présenté notre vision de la station et où on essaye d'engager derrière une démarche de travail en étant dans le participatif et en incluant l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire bien sûr les acteurs du tourisme, mais aussi les habitants. Et si possible les touristes. Donc voilà, ça c'est un exemple. Et puis l'autre exemple que je peux donner de mon métier, c'est tout ce qu'on a fait sur les conditions d'enneigement INRAE Météo France. Donc on a produit vraiment de la connaissance. Et puis à un moment, on est passé dans la sphère de l'expertise et de l'appui à l'action publique, puisque le département de l'Isère nous avait demandé en 2018 de travailler sur ses 23 stations iséroises pour appliquer finalement nos travaux à leur parc de stations et que ça leur donne des éléments d'appréciation de la vulnérabilité, puisque eux-mêmes, en tant que département, sont aussi sollicités pour des subventions. Voilà pour l'essentiel. Ben, écoutez, merci beaucoup, Emmanuel Georges. Il est 18h02. Merci pour cette présentation. Alors, je reprends les termes, hein, puisque vous avez beaucoup de messages de remerciements, une présentation de grande qualité, très abordable. Je trouve que ça montre très Merci. bien voilà, cette heure que nous avons passée ensemble. Le direct est maintenant terminé. Avant de nous quitter, je voudrais simplement vous signaler les deux prochains rendez-vous. Alors, si on s'intéresse au MOOC sur le changement climatique, le prochain rendez-vous est début mars. Ce sera le 6 mars précisément. Et là, nous accueillerons Rémi Slama, qui lui travaille à l'INSERM et qui était titulaire d'une chaire au Collège de France sur le thème de la santé environnementale et notamment de la relation entre la santé humaine et le changement climatique. De manière un peu plus rapprochée, demain, dans le cadre de l'autre MOOC qui vient de se terminer, mais sur le thème des arbres, pour lequel il y a eu beaucoup, beaucoup de succès, nous avons le plaisir et nous aurons le plaisir d'accueillir Alain Carsanti, qui est chercheur au CIRAD et qui est un spécialiste des questions de déforestation, qui viendra nous parler de géopolitique des arbres. Voilà, donc peut-être que ce thème vous intéressera. En tout cas, nous serons heureux comme tout de vous y retrouver demain à 17h. Toutes les informations sont à retrouver dans le MOOC. Merci encore Emmanuel et à très Merci à vous. bientôt. Bonne soirée. Bonsoir.